nous sommes à 27. Et comme chaque 27, sauf au mois d'octobre, voilà. Laurent, il faut que... Voilà. Je t'invite. On va te voir, on va t'apercevoir. Et normalement, c'est OK. Et je referai mon petit accepter. Tu devrais pouvoir... Ah, pourquoi tu ne peux pas participer? Je recommence. Sinon, on va relancer le direct. Eh ben voilà, super. Eh ben bravo Laurent. Super, là on se voit enfin. Là on se voit enfin. Et puis donc je vais ajuster, mais ces cadres on s'en fiche, beaucoup. Non, Regarde bien, je te montre oui. les enfants. Ah super. Donc c'est une séance où on a convoqué des enfants, mais il faut que j'en dise déjà quelque chose pour que les personnes qui nous pourront nous suivre maintenant, mais aussi qui pourront nous suivre a posteriori. C'est-à-dire que là aujourd'hui, 27 janvier 2022, on est en direct. On est en direct avec un artiste qui s'appelle Laurent Maréchal. On est tous les deux à Paris, mais on n'est pas au même endroit. Et là, tu es dans une exposition qui a lieu en ce moment au Maïf Social Club. Et c'est pour ça que je t'ai proposé d'intervenir et qu'on puisse échanger ensemble dans un cadre un petit peu précis et à la fois très ouvert. C'est un séminaire tous les 27, 11 mois donc chaque mois, 11 mois sur 12, entre des rencontres scénographie et technologie numéro 3 qui ont eu lieu en 2020 et scénographie et technologie 4 qui auront lieu en 2022. Donc il y a 2 ans entre ces deux espaces. Et entre ces deux espaces, on a fait une première saison tous les 27, bien évidemment, sur Zoom. Une première saison 2020-2021, je ne me trompe pas, de novembre à septembre. Et puis, avec la lourdeur de la visioconférence, on s'est dit qu'il est peut-être envisageable de se passer un petit coup de téléphone, comme un petit bonjour, comme un clin d'œil, et non pas de réduire le propos, mais d'ouvrir quelque chose d'un peu plus léger par rapport aux écrans, même si là, nous sommes sur écran, et de redonner de l'éphémère. Quand je dis de l'éphémère, c'est-à-dire que là, nous sommes en direct, ça sera enregistré et disponible a posteriori, comme les gens nous réécouteront, sur une chaîne YouTube où est archivé l'ensemble des échanges. Donc, tu es le 3e invité de cette 2e saison qui, dans le cadre de ce grand mouvement art-technologie, tu t'appelles Laurent Maréchal, tu es artiste. On n'invitera peut-être pas que des artistes, mais il s'agit bien d'art. Moi, je vous parle depuis mon cabinet de psychanalyse. Donc, je suis un psychanalyste qui s'intéresse à l'art, mais qui s'intéresse à l'art à travers la question de la scénographie. Et c'est pour ça que scénographie et technologie, ce sont des rencontres. Entre ces deux rencontres, il y a ces rendez-vous. Et il ne s'agit pas de t'interroger, de te questionner sur la scénographie, mais je pense que dans ton travail même et dans ton parcours, il y a des choses qui se croisent. Et en tous les cas, ce que je trouve intéressant, pourquoi je t'ai invité aujourd'hui, c'est que tu es dans une actualité entre 2 expositions. Il y en a une dans laquelle nous sommes, dont tu vas pouvoir peut-être nous parler, qui se termine ce week-end. Et il y en a une autre qui vient de commencer le week-end dernier et qui est pas si loin que ça, à côté de Paris. Et les deux, à mon avis, l'air de rien, ont des connexions dans l'environnement et dans la mise en espace. Alors déjà, comment s'appelle cette exposition dans laquelle nous sommes, en tout cas au Maïf Social Club, Laurent? Alors l'expo au Maïf Social Club s'appelle Matière à mijoter. Voilà. La commissaire s'appelle Anne-Sophie Hébrard et elle a décidé de faire une exposition autour de la nourriture. Donc tu as plein d'œuvres. Peut-être que le mieux c'est que je te montre quelques petites œuvres autour. Ah, écoute, tu es libre. C'est ça l'idée, c'est que tu as la mobilité de ton téléphone. Voilà. Là, je te montre une œuvre qui est juste à côté, là. Oui, c'est une œuvre qui trie des grains de riz. Tout à fait, qui est un artiste canadien que j'ai rencontré lors du vernissage et qu'on a eu l'occasion avec lequel de dîner pour le dernier épisode de la saison 2 en septembre 2021. Voilà. Et donc son nom m'échappe, mais donc c'est une exposition dans laquelle il y a plusieurs artistes. Exactement, notre ami de Montréal. Voilà. Et toi, dans cette exposition-là, dans laquelle il y a une scénographe également, on t'a donné une carte blanche. C'est un peu comme ça ou c'est une commande très précise? Non, c'est une carte blanche. La pièce que tu présentes ici. Non, c'est pas vraiment une carte blanche. Anne-Sophie voulait avoir cette pièce parce que dans la scénographie qu'elle a fait avec Julie Rotan, qui est la scénographe de l'expo, parce qu'il y a une scénographie assez complète de l'exposition. Julie voulait qu'il y ait
Julie voulait qu'il y ait une pièce circulaire au centre de l'œuvre. Et du coup, comme ma pièce était circulaire, qu'elle était faite en épices et que ça collait très très bien avec la thématique de l'exposition, du coup, voilà, ça tombait vraiment pile poil. Et donc, c'est vrai que la scénographie est un peu organisée autour de ma pièce, d'une certaine façon, puisqu'elle est au centre et en plus elle est circulaire. C'est une pièce qui a toujours la même taille ou qui varie en fonction de la situation? Non, elle varie en fonction de la situation. J'avais présenté pour la première fois au printemps de septembre à Toulouse en 2018. Elle faisait 12 mètres par 9. Effectivement. Elle était énorme. C'était dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Toulouse. Donc c'est un endroit immense, c'est une chapelle baroque. Et les couleurs et les formes des fenêtres et de l'architecture faisaient tout à fait écho à la forme ovoïde de la pièce que j'avais fait là-bas. Mais ici, c'est beaucoup plus petit. Ça fait, je crois, 3,50 m. C'est plus petit en termes de, je dirais, de superficie, mais en termes d'immersion, allez, on peut dire ce mot immersion qui est un peu un mot tarte à la crème, ou par exemple, j'ai vu que tu pouvais parler de mandala, ce qui m'enchante, mais juste nous expliquer un petit peu cette pièce. Elle est faite effectivement avec de la matière vivante, puisque peut-être, et elle répond ou elle regarde. Là, on voit effectivement ta pièce. Qui est expérimenté, on peut dire peut-être regardé par les enfants. Et effectivement, il y a cet environnement circulaire dans lequel nous sommes plongés, qui est d'une dimension variable. J'ai l'impression de faire un guide et de faire écho à la visite des enfants à Paris, mais c'est plutôt ta pièce. Elle a un nom, cette pièce aussi, dans l'exposition. Oui, alors la pièce s'appelle Ici et ailleurs. Ici et ailleurs parce que aussi l'exposition en 2018 du 30 septembre s'occupait justement de tout ce qui était un peu post-colonialisme avec des artistes qui venaient justement des anciennes colonies françaises mais pas seulement. Et puis du coup la route des épices, qu'est-ce qu'on fait des épices, qu'est-ce que les épices disent de nous justement, de cet impérialisme, de ce colonialisme, avec toute l'histoire qu'il y a derrière. Voilà, ça faisait sens aussi de faire ça avec des épices là-bas. Mais effectivement, c'est un peu comme un mandala, c'est éphémère, évidemment. Ce sont que des couleurs qui sont juste posées. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est que, comme je le dis souvent, avec 2 mm d'épaisseur, on peut atteindre des couches de, de l'émotion affective très profonde. En fait, la mémoire affective est tout de suite affectée par les odeurs. Celui qui l'a le mieux dit, c'est certainement Proust, mais en l'occurrence, ça t'atteint toujours de plein fait. Tu peux pas rester indifférent face aux odeurs. Et là, effectivement, dans l'environnement, ma pièce sent encore. Et donc, on la sent avant de la voir, on la sent après l'avoir vue. Et du coup, ça affecte un sens qui est pas très exploité dans le champ des arts plastiques, qui est quand même l'odeur. Alors c'est assez surprenant peut-être quand on regarde ton parcours, bien qu'à l'heure d'aujourd'hui plus rien ne soit surprenant dans la création artistique. Mais j'ai dit aussi que le mouvement art technologie, ça veut dire maths en acronyme, qui est à la fois le maths des échecs et le tapis de yoga. Tout ça pour dire qu'on fait quand même des grands écarts entre le franglais et les jeux. Mais toi aussi d'un autre côté, parce que dans ton parcours plasticien peut-être, artiste, ça c'est certain, mais tu es passé par une école qui s'appelle quand même le Fresnoy. Au Fresnoy, on travaille pas les matières vivantes comme les épices, a priori. Comment cette bifurcation, ou c'est peut-être pas une bifurcation justement? Alors, est-ce que c'est une bifurcation? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que même dans cette pièce, il y a quand même évidemment de la géométrie. Il a fallu dessiner tout ça pour que ça ressemble à quelque chose. Mais oui, effectivement, au Fresnoy, j'avais fait un film en animation 3D qui n'avait strictement rien à voir effectivement avec des tapis d'épices. Et puis, de par ailleurs, je fais aussi un peu de programmation et des pièces interactives depuis un certain temps maintenant, depuis peut-être 5 ans, je fais ça. Donc oui, j'ai toute une activité aussi beaucoup plus technologique derrière, en fait, autour, dans ma pratique artistique. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a le passage entre l'un et l'autre. Et je fais pas de distinguo entre, pour moi, l'art numérique ou l'art technologique n'a pas vraiment sens, si tu veux. C'est une des arcs parmi tant d'autres. Voilà. Comme une cora à 22 cordes, il y a bien autant de cordes, voire plus, dans l'art contemporain. Il y a tellement de gens qui font des choses diverses et variées. Donc c'est une palette, quoi. Et
les pratiques numériques viennent enrichir un petit peu il y a des choses que je peux pas dire avec des épices, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Je le sais, mais peut-être que tu peux nous en parler. Ça sera une manière d'introduire et de nous amener à l'autre exposition qui a lieu actuellement toujours, en tout cas en Île-de-France. Ouais. Tu travailles le texte aussi. Oui, je travaille le texte. Notamment, justement, dans les œuvres numériques, je travaille beaucoup de texte. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une sorte de poésie concrète contemporaine où je joue avec des algorithmes pour en fait modifier ou recréer des textes. Par exemple, je suis en train de travailler sur le dernier poème de Samuel Beckett et j'essaie de trouver tous les poèmes qu'il y a dans le poème parce que c'est un poème où justement il parle de la manière dont il est en train de perdre les mots, puisqu'à la fin il perdait ses mots. Bien sûr, bien sûr. Tout avant sa mort. Donc il parle de ça et finalement il le met en scène dans un texte. Et c'est extrêmement beau. Et du coup, je me suis dit que ce serait assez beau comme hommage. J'essaie de retrouver tous les mots qu'on pourrait et tous les poèmes qu'on pourrait faire avec ce dernier poème de Beckett où justement il dit qu'il cherche ses mots. Voilà. Donc ça, c'est avec les nouvelles technologies, je fais ça. Ouais. C'est des œuvres qui sont présentées de manière extraite, que tu diffuses sur les réseaux sociaux, en tout cas sur ton compte Instagram, où il y a certaines non et d'autres, par exemple, sous forme d'installation. Comment tu vois cette diffusion? Parce que là, on visualise, enfin en tous les cas, on peut imaginer de visualiser ce travail depuis le texte, très particulier de Beckett, mais on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui se décline. Mais est-ce que tu cherches aussi à ce que soit dans le cadre de l'image ou soit dans le cadre d'une exposition ou d'une galerie ou simplement d'une installation à l'extérieur, on retrouve cette dimension de mise en espace qui est présente là dans on va dire, le mandala à tes pieds? Ouais. Alors des fois c'est vraiment dédié aux écrans, mais sur Instagram évidemment tu as toute la limite du fait que tu ne peux pas interagir avec, alors que il y a quand même pas mal de ces poèmes avec lesquels on peut interagir. Donc déjà c'est la première limitation, donc ils sont pas forcément destinés à être diffusés sur Instagram ou sur les réseaux, mais plutôt être installés. Et j'avais fait une installation qui avait gagné un prix, le prix de la Fondation Wattwiller, à Wattwiller, à la Fondation Schneider, il y a 5 ans, je crois. D'accord. Et c'est un poème interactif qui se transforme. Et il faut que tu sois à un certain endroit dans l'espace pour pouvoir le voir. Sinon, il redisparaît en petites particules. Et donc, il faut trouver un endroit où tu dois être dans l'espace pour le lire. Et ce poème en plus parle justement du fait d'appartenir à une culture ou à une autre, ou d'être le cul entre des chaises, qui est un peu mon cas. Et comme c'est à destination du Maroc, c'était intéressant, surtout à Marrakech, de parler de ça. Et voilà. Donc du coup, c'était vraiment une mise en scène là pour le coup. C'était une projection qui faisait 9 mètres par 6, donc assez grande. Les gens marchant sur le tapis sur lequel était projeté, c'est une moquette noire en fait, interagissaient avec le texte et pouvaient le lire, le déformer, le transformer à leur guise. On peut parler de dispositif ou c'est un mot que tu trouves galvaudé? Non, dispositif, ça me va. Bon, parfait. Je préfère visiteur d'ailleurs. Ah, mais oui, mais au contraire, dépli, c'est l'occasion, c'est le visiteur à spectateur. Un spectateur, oui, parce qu'il est toujours justement comme en anglais on dirait user, tu vois. Les users, ils sont une part évidemment beaucoup plus active et beaucoup plus libre et plus grande qu'un spectateur évidemment. Donc lui aussi, comme un peu ton œuvre, peut se déplacer dans l'espace. C'est ça l'idée. Le spectateur, enfin le visiteur plutôt que le spectateur peut se déplacer. Il n'a pas un point fixe. Il peut évoluer, comme par exemple autour du mandala, cette pièce circulaire. Bon là, ce sont les enfants qu'on a vus dans l'image, mais ça pourrait être des plus grands. Ils peuvent effectivement tourner autour de la pièce. Il n'y a pas un endroit précis. Oui. Ils peuvent tourner autour, comme je vais te montrer d'ailleurs. Mais ils peuvent aussi la toucher, comme tu peux voir, parce qu'il y a plein de petits doigts partout. Ok. Tu vois les petits doigts qui ont touché partout autour de la pièce. Donc ça, c'est un peu comme les pièces interactives, si tu veux. Les pièces vivent leur vie. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif. Oui. Et puis, souvent, les couleurs, par exemple, des épices changent, les odeurs changent. Il y a des gens qui touchent à chaque fois. Donc, il maîtrise une partie de l'œuvre, qui la transforme. Mais tout ça, pour moi, ça fait partie du travail et de la pièce. C'est-à-dire que les choses sont vivantes et elles vivent leur vie, quoi.
Et je pense que je vais de plus en plus vers des choses comme ça, de plus en plus ouvertes. Alors l'autre exposition avec une autre œuvre et une autre installation, elle s'appelle Soleil Noir, c'est bien ça? Qui n'est pas visible dans Paris, qui est visible à Versailles. Exactement, où ça? Je te laisse donner le. Alors attends, je vais essayer de te montrer l'invitation. Ah. J'y arrive. Est-ce que tu vois l'invitation? On voit le soleil et le N et le soleil noir en bas. Oui, ça c'est parfait. On voit, c'est parfait. Ça ressortira après voilà. dans le. Ça c'est l'invitation de l'expo qui s'appelle Soleil Noir et qui a lieu en ce moment du 21 janvier jusqu'au 10 avril à la Maréchalerie. À Versailles, à côté de Paris. À Versailles, ouais. En face du château. Et là, c'est un dispositif pour le coup scénique et architectural. C'est un vrai, c'est immersif, encore beaucoup plus que ça ne l'est évidemment au Maïf Social Club, parce que Maïf Social Club c'est une expo de groupe avec plein de pièces diverses et variées. Donc là-bas, c'est une exposition personnelle et j'occupe l'intégralité de l'espace. Et c'est un espace qui est quand même assez grand là en termes de volume. Ça fait quoi, 20 mètres carrés, 40 mètres carrés? À peu près à Versailles, ça fait un cube de 10 par 10 par 10. Donc, on peut dire 100 mètres cubes. Voilà. C'est grand, ouais. C'est une installation qui fait 100 mètres carrés au sol et qui fait 6 mètres de haut. Oui, voilà, c'est une structure qui se déplie dans les 3 dimensions. Et effectivement, avec un rapport avec la lumière également, totalement différent que ce rapport à la lumière et la matière dans la pièce dans laquelle on a vu quelques images au Maïf Social Club. Tu as envie de décrire quelques lumières ou nous en dire quelques sensations que toi tu as eues soit en la préparant, soit en l'installant, ou soit des retours de premiers visiteurs? Écoute, en fait, il y a une dimension un peu féerique, je crois, un peu magique. Enfin, c'est toujours un peu le cas dès que tu mets des lumières ou des néons dans une pièce obscure. Il y a toujours un peu cet effet-là, et à la fois séduisant et un peu féerique, ouais, qui déréalise totalement l'architecture. Et c'était une volonté au départ, parce que je voulais reprendre la grande arche, la grande baie en fait de la maréchalerie qui vient de l'ancien manège. D'accord. Oui, des écuries du château. Et pour moi, c'était un peu la représentation du pouvoir en fait. Ça fait partie d'une commande ou c'est toi qui as présenté le projet? Quel était le dialogue avec l'institution? Alors, Valérie, qui est la directrice, Valérie Michel Abécassi m'a invité à exposer à la maréchalerie. Et puis, je suis venu plusieurs fois dans le lieu. J'ai vu le lieu qui est très imposant parce qu'il y a une grosse charpente en bois. C'est un lieu évidemment très chargé symboliquement, historiquement. Il y avait cette immense baie qui fait presque 6 mètres de haut sur 4 mètres de large et qui baigne tout l'espace de lumière et qui donne sur Versailles de l'autre côté, sur la mairie. Et donc forcément, ça m'a donné envie de faire quelque chose avec cette baie. Et comme j'aime bien la contradiction, je me suis dit que ce serait bien de l'obstruer. Parfait. Voilà, puisque le roi Soleil a voulu ramener toute la lumière pour dire que c'était lui la lumière et que en dehors de lui, il n'y a point de lumière. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal d'appeler l'exposition Soleil Noir et de supprimer le soleil. Voilà. Et en supprimant le soleil, on a obstrué l'intégralité de toutes les ouvertures dans l'espace d'architecture. Et j'ai voulu créer une petite architecture virtuelle à l'intérieur de l'espace qui est peint en peinture phosphorescente. D'accord. Donc, ce sont des arches qui reprennent un peu la grande arche, mais plus petite, jusqu'à la taille des portes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs arches de plusieurs tailles. Et toutes les ouvertures font aussi partie, donc toutes les portes, tous les percements font aussi partie de l'œuvre. Et sont aussi entourés d'un cadre phosphorescent. Donc, et tout ça est relié par des cordes. Donc, c'est un parcours qui est très contraint aussi dans l'espace. Oui, mais il y a quand même la possibilité non pas de toucher comme la pièce qu'on a vue tout à l'heure, mais de traverser la pièce. En tous les cas, il y a un rapport au corps qui effectivement qui invite dans un parcours, là, un parcours un peu plus contraint, mais il y a quand même quelque chose qui est
construit de ta part pour qu'il y ait un engagement, pas simplement de l'œil ou olfactif, pardon, mais un engagement de tout le corps. Et c'est en ça où peut-être il y a cette dimension d'engagement culturel, politique. Quand tu parlais d'un site patrimonial chargé dans son rapport au pouvoir, j'ai cru apercevoir un commentaire sur les réseaux sociaux qui évoquait Fénélon. Ouais, Fénelon. Alors Fénelon, c'était le précepteur du petit-fils du roi, donc du fils du dauphin qui était duc de Bourgogne. Fénelon était son précepteur et il a écrit une lettre à Louis XIV, une lettre extrêmement violente où il critique justement l'absolutisme et la vision du pouvoir extrêmement personnel de Louis XIV. Il lui dit, entre autres, qu'il est totalement abusé par ses conseillers et que le peuple va se révolter et que bientôt la monarchie absolue disparaîtrait. En gros, il lui dit ça en germe, il lui dit surtout que sa politique est totalement injuste, qu'il met le peuple à genoux et que la France est totalement endettée et est en train de faire des guerres inutiles. Et c'était un texte extrêmement puissant et 100 ans avant les Lumières, on va dire. Ce texte accompagne dans une présentation de l'œuvre ou c'est toi qui fais référence dans ton travail préparatoire? Alors, tous les documents qui sont liés à l'exposition figurent une citation de Fénelon, la citation qui en fait résume un petit peu la lettre. Il lui dit effectivement qu'il est en train de mettre le pays à genoux et qu'il ne se rend plus compte de ce qui se passe réellement dans le pays. Et puis, il y a une deuxième pièce qui accompagne la grande installation, qui est écrite en braille et qui est la traduction de cette citation de la lettre de Fénelon. Donc la lettre non seulement accompagne, mais fait partie de l'exposition. Et en fait, ce sont des petites billes de bois noir qui sont installées par terre et qui reprennent, en fait, qui reprennent le texte en braille, mais en installation au sol. Et cette installation, évidemment, est totalement liée à la grande installation lumineuse dans la grande pièce, où en fait, la seule chose qui nous guide, c'est justement l'installation et les cordes lumineuses qui nous guident à l'intérieur d'une sorte de labyrinthe, en fait. C'est une sorte de labyrinthe où il y a des grandes arches qui nous dominent. Donc, on se sent un petit peu écrasé et contraint. Contraint latéralement parce qu'on ne peut pas aller vraiment où on veut. Contraint aussi parce que comme l'espace est dans le noir et n'est éclairé que par ces cordes lumineuses, on est bien obligé de se laisser guider. Et ça, c'est troublant parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on a du mal à se repérer un petit peu. Et puis, ça finit dans un cul-de-sac au bout, où on est face à l'arche qui fait presque 6 mètres de haut. Donc, il y a un rapport très physique, en fait, à l'espace, à la manière dont l'architecture nous contraint et nous domine. Voilà. Et c'est vraiment ça que je voulais faire ressentir. Et à la fois le recul de Fénelon et puis l'expérience physique de l'architecture. Oui, donc il n'y a pas un avant et un après par rapport aux deux pièces. Tu peux vivre les deux pièces de manière indépendante. Tu n'es pas obligé de passer par l'une en premier pour comprendre ou ressentir la seconde. Non, pas du tout. Oui, bien sûr. Les deux pourraient être tout à fait indépendantes et marcher comme ça, en fait. Fonctionner séparément. Je pense qu'il y en a une qui est vraiment la grande installation est très physique. Elle est assez contraignante et elle est un peu angoissante parce qu'on se retrouve à l'intérieur un peu sans repère, ou alors avec des repères qui nous contraignent beaucoup dans l'espace et on est un peu perturbé en fait, voilà, physiquement par la chose. Et puis voilà. Et puis si tu lis le texte qui l'accompagne, du coup, ça te donne un recul et une perspective historique et politique. Je crois qu'en ce moment, à 3 mois des élections présidentielles, avec tous les débats en France, identitaire et communautaire, ça fait un peu sens. Il n'y a pas qu'en France, en fait. Sur les élections, oui, mais parce que sur le pouvoir, non, effectivement. D'ailleurs, est-ce que sur le pouvoir, je pense que c'est universel. Bien sûr. Et justement, est-ce que tu pourrais représenter cette pièce sous un format différent ailleurs, vu qu'il y a quand même ce rapport in situ et de dialogue avec ce poids patrimonial de l'architecture? C'est pas des questions pièges, hein. Oui. Pour toi, tu sens pas du tout inféodé
dans quelque chose qui serait esthétisant, c'est-à-dire un petit peu de sculpture qu'on met dans un jardin et on pourrait pas la mettre ailleurs. Ce dialogue, tu l'as dit, tu as employé le mot d'universel, il peut se déployer dans d'autres pays et d'autres contrées. Pourquoi pas même traduire, j'imagine, la lettre et le texte de Fénélon dans une autre langue. C'est quelque chose que tu envisagerais faire. Oui. La critique du pouvoir et de l'abus de pouvoir qui vient souvent malheureusement avec le pouvoir, bien sûr, est totalement universelle. Dire si tu présentes ça dans un espace alternatif aujourd'hui à Moscou, ça pourra très bien parler. Je veux dire, Poutine est là-bas. Si tu te présentes au pays d'Orban en Hongrie, ça leur parlera tout autant. Je pense que la critique de l'absolutisme, la critique de la vision autocratique du pouvoir est valable absolument partout. Je pense que il n'y a pas un pays qui a échappé à ça et qui échappera même à l'avenir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas une pièce qui est spécifique en fait à la maréchalerie à Versailles, même si je l'ai fait in situ. Mais je pense que ça peut vraiment être installé ailleurs et parler tout autant ailleurs. Je pense que de toute façon, avant tout, à part le contexte historique et politique, je pense qu'avant tout c'est une pièce très physique en fait à vivre, à expérimenter. C'est ça. C'est quelque chose d'immersif en fait. Mais c'est tout de suite moi quand j'ai pas pu venir au vernissage la semaine dernière et donc je me suis dit que c'était bien de se mettre en contact par téléphone comme ça, de se faire un coucou. Mais je pense qu'il y aura d'autres visites, d'autres possibilités de te rencontrer sur le site. Il faut regarder ça soit sur le site de la maréchalerie ou soit sur ton site internet. Mais dans ton parcours, tu parles de dimension universelle, de possibilités, parce que je t'ai posé la question que ça ne soit pas simplement in situ, mais que ça peut être déplacé. Et donc, mais tu es un artiste né en France, francophone, mais tu as exposé dans différents pays. Et je dirais avec des cultures un petit peu différentes. Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a le plus marqué dans ton parcours, où tu as le plus pris de plaisir dans un pays en particulier? Ça fait un peu question journalistique, mais comme il nous faut 27 minutes pour le 27, on aimerait en savoir un petit peu plus de manière amusante et amicale. Voilà, c'est ça l'idée. S'il y a une pièce qui te vient à l'esprit dans un pays autre. Écoute, j'ai une pièce qui a beaucoup tourné, qui s'appelle Beiti, qui veut dire ma maison en arabe et en hébreu. Donc c'est pas pour rien que j'ai choisi ce truc-là, bien sûr, ce titre-là. Et en fait, elle a tourné un peu partout dans le monde. J'ai installé à Moscou, à Singapour, à Londres, aux Pays-Bas, en Albanie, au Kosovo. Donc vraiment, elle a fait un peu un petit tour du monde. Et c'était hyper intéressant à chaque fois de l'installer parce que j'installais toujours avec des étudiants, donc j'avais à chaque fois un son de cloche par rapport au pays qui était passionnant. Et puis la pièce, alors que ce sont des carrossements, tu vois, qu'on retrouve au Moyen-Orient un peu partout, mais même aussi à Paris, et ben finalement, en fait, ces carrossements, ça parle un peu à tout le monde. En fait, tout le monde les connaît, c'est devenu presque universel aussi, je pense. J'essaie de me déplacer un peu parce qu'il y a beaucoup de bruit. Oui, ça nous donne un bruit de fond, mais c'est aussi très vivant. Ce parcours, allez, il me semblerait une question assez intéressante. Comment on fait de l'art au départ, Laurent? Je pose jamais les mêmes questions et c'est quelque chose qui me vient là, mais parce que tu es entouré d'enfants dans cette exposition et je me dis mais donc c'est pas une question de psychanalyste qui veut gratter pour savoir si vous avez eu un déclic quand vous étiez petit, comme ces enfants tous autour qui vont certainement devenir des grands artistes ou des grands méditants parce qu'ils ont touché l'œuvre mandala. Mais toi tu as une rencontre avec un artiste, c'est un peu pour dire est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont marqué ou tu t'inscris dans un courant universel ou pas universel, cette rencontre avec l'art. C'est passé par quel biais? Oula. Juste, ça, c'est une vaste question. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais on peut pas faire un workshop. Et l'idée, c'est de faire un coucou, se saluer dans une époque un peu particulière et de mettre un focus sur ce que tu fais là maintenant. Non, si quelque chose te vient, s'il y a rien, moi Non, il y a. Ah pardon. Ouais, d'accord, je vais porter le masque. On m'oblige à porter le masque. Peut-être je vais sortir, je sais pas. Je vais peut-être sortir un peu du Maïf Social Club. Oui, de toute manière, là, nous avons nos premières 27 minutes et donc c'est un format qui est le format minimal pour les rencontres du 27. Non, oui, on te suit si tu veux sortir et surtout si tu veux nous dire d'autres choses qui me semblent importantes. Voilà. Et au moins pour profiter comme ça de ce côté totalement vivant de la situation.
Mais c'est vrai que sans faire un workshop, un atelier, revenir sur l'histoire de l'art, l'idée c'est de se faire un coucou, de s'appeler, de se dire tiens, on est en vie, qu'est-ce que tu fais actuellement, qu'est-ce que tu fais là sur le moment, et puis surtout d'inviter les gens à sortir de leurs écrans. Et alors pour le coup, ton invitation aujourd'hui, elle est plus que justifiée, et c'est pour ça que je te remercie d'avoir accepté que ça se passe le 27 janvier. Et bien évidemment, on a totalement fait exprès que ça soit une date entre les deux expositions, une qui clôture ce week-end et l'autre qui a commencé le week-end dernier. Non, si tu veux nous en dire quelque chose maintenant que tu es à l'extérieur. Me dire quelque chose. Alors, du coup, tu veux que je te dise quelque chose par rapport aux artistes qui m'ont influencé ou tu veux que je te parle un peu des expos? Je dirais, il y a deux dimensions. Oui, le passé, ça m'intéresse. Le passé, c'est une matière aussi qui fait référence pour toi. Le passé, une rencontre, un artiste, un courant d'art, mais rien d'obligatoire dans cette question. Et puis oui, si tu veux nous parler des deux expositions et plus particulièrement de celle qui continue, avec grand plaisir. Ou de futures expositions. Voilà, Laurent. Ouais, ça marche. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont influencé dans mon parcours. Il y a, par exemple, Christian Bernard que j'ai rencontré au Beaux-Arts de Paris, qui était directeur du MAMCO de Genève et fondateur du MAMCO de Genève, qui est le musée le musée de Genève, le musée d'art contemporain de Genève. Bien sûr, très bon musée. Il avait une vision. Pardon? Très bon musée. Très bon musée, oui, avec une très bonne programmation et je reçois les catalogues ils ont un magazine aussi qui est pas bon. C'est pas moi qui dois en parler, c'est plutôt toi. Et donc tu parlais de leur vision à travers son directeur fondateur qui t'a beaucoup marqué. C'est ça. Oui, ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, Christian avait une vision très modulaire du musée justement, que l'on pouvait changer très rapidement, avec des structures légères, avec des expositions qui changeaient tous les 2 mois ou 3 mois. Et donc, une programmation, on va dire, plus flexible, plus rapide et plus vivante que la plupart des musées l'envisageaient. Parce que à l'époque où il l'a fondé, c'était pas encore très entré dans les mœurs. Et puis, dans le séminaire qu'il nous avait proposé, on nous a fait faire des exercices qui étaient assez incroyables, comme par exemple, vous arrivez dans une exposition, mais par contre, vos œuvres n'arrivent pas. Que faites-vous? Tu vois, c'était quand même ce genre de choses assez drôles que tu te poses pas. Tu te poses pas ce genre de questions quand tu es encore étudiant. Et puis, en fait, tu t'aperçois que il avait appelé ça, je me rappelle plus comment il avait appelé ça, cet exercice, mais tu t'aperçois qu'en fait, tu es souvent amené à faire ça. Non pas parce que tes œuvres n'arrivent pas, mais parce qu'on te propose une invitation, enfin une exposition dans un mois ou dans 2 mois, et finalement, c'est rien pour préparer une exposition. Et donc, tu es constamment contraint à devoir trouver des solutions à des problèmes, et les problèmes sont des expositions. Voilà. Alors lui, entre autres, il m'a marqué, mais c'était pas le seul. Et puis quelqu'un qui a disparu assez récemment, Christian Boltanski, que j'avais aussi rencontré au Beaux-Arts. Bien sûr. Et avec qui c'était toujours hyper agréable de discuter. Et parce que Christian défendait une manière de faire de l'art qui se faisait avec des émotions, avec très peu de moyens. Une économie totale de moyens. Et il disait que ma génération disposait de moyens colossaux pour faire de l'art, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens technologiques et tout ça, et que finalement on n'avait pas besoin de tout ça pour faire de l'art, et qu'avec au contraire très peu de choses on pouvait dire beaucoup. Et j'ai trouvé ça toujours assez étonnant, le succès de Christian Boltanski, parce que c'est un des seuls artistes français qui parle autant de mémoire et dont le contenu est si émotif, alors que on va dire l'art gouvernemental soutenu par le gouvernement en France, parce qu'il y a quand même un art comme ça, on ne peut pas le nier, surtout en France, avec la commande publique et l'influence de l'État, correspond pas du tout à l'univers de Christian Boltanski, ni à un art justement lié à l'émotion et à la mémoire, très peu en tout cas. Et je trouve ça étonnant que ce soit un des artistes français qui ait eu le plus de succès au XXe et au XXIe siècle. Voilà. Donc, oui, c'est entre autres des gens qui m'ont influencé, mais il y en a beaucoup d'autres. J'imagine, Laurent. Mais ça nous permet d'en comprendre quelque chose aussi de cette traversée, de ces deux expositions présentées actuellement, dont tu nous as brièvement parlé, mais qui nous motivent
à aller expérimenter, là pour le coup, dispositif en visiteur et non en spectateur, bien évidemment. Et sur une chose qui te semblerait importante, désirante à dire, un futur, politiquement, je pense qu'il y a quelques messages qui sont passés. Ouais, je crois, ouais. Euh, non, bah, le futur, là, pour l'instant, c'est l'exposition de Versailles à faire vivre. Hmm. Il y aura plusieurs occasions de venir. Je vais refaire un vernissage parce que j'étais malade pour le premier vernissage. Donc, on va faire un vernissage Hmm. d'ici 3 semaines à peu près. Hmm. Et puis ensuite, il y aura des visites régulières Hmm. en petits groupes, Hmm. des visites thématiques aussi. Il y a tout un programme pédagogique qui est développé pour les enfants, pour les Hmm. adolescents, Hmm. pour des groupes différents. Donc pour l'instant, c'est ça. C'est essayer de faire vivre l'exposition Hmm. à Versailles et de la faire visiter au maximum. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était bien de se parler aujourd'hui. L'invitation de Versailles ou toi, une proposition de performance ou de concert en dialogue avec ton œuvre à Versailles, c'est quelque chose que tu as mis de côté, quelque chose que non? Là, en fait, avec le contexte actuel, c'est un peu difficile de Oui, faire quelque chose. c'est sûr. D'organiser des événements. C'est pas faute de vouloir, mais c'est vrai que c'est pas évident pour l'instant à organiser. Déjà que on a du mal à faire le premier vernissage, mais là ça devrait aller mieux. Euh, donc j'espère qu'on va réussir à organiser des performances. D'autant que la pièce s'y prête. J'ai déjà des amis qui m'ont C'est pour dit ça. ça serait pas mal peut-être de danser dans cette installation. Voilà, nous y sommes, la danse, c'est évident, Laurent. C'est Ouais, évident. ouais, ouais. Bon, je vais pas me Donc je proposer. pense qu'il y aura quelque chose. Génial. Laurent Maréchal, on se tutoie. Moi, je te remercie beaucoup. On n'est pas très loin l'un de l'autre dans Paris, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de se téléphoner, de se faire un coucou. Bien sûr, ce sont des Ouais. écrans, bien sûr, c'est de la technologie, mais c'est une manière, comme on peut, de sortir des visioconférences que j'ai particulièrement utilisées et dans lequel on aimerait sortir. Et tu nous fais une invitation à aller visiter 2 expositions pour sortir des écrans et pas besoin de son téléphone pour soit toucher les pigments comme les enfants tout à l'heure ou soit suivre les cordes dans C'est un ça. soleil noir. Voilà, Laurent, à très bientôt. J'espère pour le vernissage. Eh bien, à Porte-toi très bien bientôt, et Franck. merci beaucoup. Bye bye. Au revoir Eh tout ben, le je te monde. remercie. Salut. Merci bien.